Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est le patron d'une PME qui conçoit, produit des terminaux mobiles de contrôle et d'identification biométrique. Le 11 novembre prochain, au Forum de Paris sur la paix, probablement son entreprise aura l'occasion d'expliquer à ses interlocuteurs comment Copernic, donc sa PME, est capable de participer à la paix, à la sécurité et au développement solidaire sur le continent africain. Jackie Lecruve, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le président et cofondateur de Copernic, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Est-ce que j'ai bien présenté votre entreprise? Oui, vous avez présenté notre entreprise en disant effectivement qu'on conçoit, on fabrique, on déploie et on maintient des terminaux mobiles, et en particulier sur le sujet d'aujourd'hui qui est l'identification numérique qui manque beaucoup encore sur le continent africain. On est un des acteurs qui propose des produits, qui propose des solutions, qui propose des expertises, et qui surtout peut revendiquer une expérience, puisqu'on a déjà déployé des projets très ambitieux sur ce sujet de l'identification numérique. Quand on parle d'identification numérique, de quoi parlons-nous pour des profanes comme nous? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a dans le monde plus d'1 milliard d'individus qui ne sont absolument pas répertoriés, donc qui n'ont pas d'identité réelle. Évidemment, ils vivent, mais personne ne sait, il n'y a aucun endroit pour connaître cette identité, leur date de naissance, rien. Donc ils n'existent pas au sens, je dirais, identitaire, légal du terme. Et aujourd'hui, ça veut dire que c'est véritablement un manque important, puisque ils ne peuvent pas, par ce fait, avoir accès à des élections démocratiques. Ils ne peuvent pas avoir accès à des services de santé. Ils ne peuvent pas avoir accès à beaucoup un compte bancaire, par exemple. Un compte bancaire, tout à fait. Voilà. En fait, vous mettez le doigt sur un problème qu'on connaît suffisamment en Afrique, du fait de l'administration. Il y a des gens qui naissent, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui ne sont répertoriés nulle part, et qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas être inscrits sur une liste électorale, etc. Et vous dites, tiens, il y a une autre façon de faire les choses. On pourrait résoudre ce problème. Et c'est là que vous intervenez. Absolument. Et on a commencé à intervenir sur le sujet de manière un peu, enfin, on peut dire massive, lorsque nous avons réalisé en 2012 puis en 2016 les premières élections biométriques au Ghana. C'est-à-dire que les 15 millions d'électeurs qui sont venus en décembre 2012 et en 2016, élire le président et les députés de l'Assemblée nationale ghanéenne, ont été vérifiés le jour du vote grâce à leurs empreintes digitales et à leurs photos. Donc il y avait eu toute une campagne d'enrôlement qui s'était faite à travers tout le pays. Il y avait eu de la communication qui avait été très bien faite en disant « si vous voulez voter à la fin de cette année, il faut que vous veniez effectivement dans votre village, dans votre ville. Il y aura des stations d'enrôlement qui vont venir capturer vos empreintes digitales, votre photo et vos données biographiques, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, et ainsi de suite. Et le jour du vote, on vérifiera que c'est bien Monsieur X ou Madame Y qui est venu voter pour cette élection. Et on a fait ça en 2012, ça a été un grand succès, salué par la presse à la fois locale et mondiale. Et ensuite, la meilleure preuve que ça a été un grand succès, c'est qu'en 2016, ils nous ont fait à nouveau confiance et ils nous ont demandé de livrer à nouveau 40 000 terminaux supplémentaires pour encore augmenter, je dirais, la capacité de vérification biométrique des électeurs. Non seulement ça résout un problème, mais ça apporte une certaine fiabilité. On sait qu'en Afrique en général, il y a beaucoup de conflits post-électoraux. Ce n'est pas caricatural que de dire cela. Et donc, vous apportez non seulement la solution en termes d'enregistrement, d'enrôlement donc des populations, et en termes de sécurisation finalement. Et de fiabilisation de l'élection. C'est très intéressant de savoir qu'en 2012, le président qui était déjà élu a été réélu, donc le président sortant a été réélu avec 50,4% des voix. Donc on est loin des élections où on dit en Afrique, voilà.
les élections, enfin les gens en place sont souvent réélus avec des scores absolument très importants. Oui. Là, ça n'a pas été le cas. Et en 2016, d'ailleurs, ce président sortant, qui était à son deuxième mandat, s'était représenté et il a été battu. Oui. Et deuxième chose très importante, c'est que d'habitude, il me faut très longtemps entre la fermeture des bureaux de vote et la publication des résultats. Là, quelques heures après la fermeture des bureaux, les résultats ont été publiés. Et il n'y a eu absolument aucune discussion de la part des opposants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ces fameuses révoltes ou... De la commission électorale qui est en train de consolider les résultats, la tension qui monte et un peuple qui commence à être dans l'anxiété. Comment vous avez été repéré par les Ghanéens? Alors, en fait, on a été repéré parce qu'il y a une société hollandaise, néerlandaise, qui venait du campus de Philips à Eindhoven, qui avait développé véritablement des algorithmes très pointus d'encodage et décodage d'empreintes digitales. Oui. Donc cette société avait été choisie par le GEC, Ghana Election Committee, qui avait dit c'est vous qui allez faire les enrôlements des empreintes digitales, qui allez ensuite faire de ce qu'on appelle de la déduplication, c'est-à-dire vérifier que la même empreinte n'apparaît pas plusieurs fois, parce que évidemment il y a des petits malins qui se sont dit je vais m'enrôler à une station d'enrôlement, puis je monte sur mon vélo ou mon scooter et je vais m'enrôler à la suivante, et le jour du vote je voterai 5 ou 6 fois. Oui. Et ça c'était impossible puisque tous les soirs, quand les stations d'enrôlement envoyaient leurs données, il y avait un logiciel de déduplication qui vérifiait sur les serveurs que la même empreinte n'apparaissait pas 2 fois. Donc, cette société avait fait toute la partie logicielle et campagne d'enrôlement. Par contre, il leur fallait un terminal de vérification biométrique pour le jour du vote. Et là, ils sont venus à Paris, au parc des expositions de Villepinte. Ils ont cherché un terminal qui réponde exactement à leurs besoins. Ils n'en ont pas trouvé. Par contre, ils ont vu que sur tous les stands des gros faiseurs dans ce domaine, que sont Gemalto, Morpho, 3M, Siemens, ainsi de suite, il y avait des terminaux avec le logo Copernic. Donc, ils se sont dit, mais qui sont ces gens? Et on leur a dit, c'est des ingénieurs qui sont basés en Aix-en-Provence, qui sont très pointus dans ce domaine de terminaux mobiles biométriques. Ils sont donc venus nous voir quelques jours après et ils nous ont dit, voilà... Et l'affaire a été conclue. Et l'affaire a été conclue. Alors, et on a fabriqué un terminal sur mesure. C'est peut-être sur mesure. C'est peut-être ça la clé du succès. Parce qu'il y a eu beaucoup d'élections biométriques qui ont été tentées. Très peu ont réussi. Aujourd'hui, il y a même un dossier qui s'appelle les élections biométriques en Afrique. Et il est dit là-dedans que les 2 seuls qui ont véritablement fonctionné à 100% sont les 2 du Ghana. Et pourquoi? Parce que très souvent, les gens prennent un terminal mobile ou une tablette standard et essayent de l'adapter pour en faire un terminal de vote. Voilà. Nous, on est parti d'une feuille blanche et grâce à la compétence de nos ingénieurs, on a développé véritablement le terminal destiné à faire une élection biométrique le jour du vote. On va aborder une question de sécurité un peu plus tard dans cet entretien. Attardons-nous encore un peu sur l'identification. J'entends bien dans ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a un travail préalable quand même qu'il faut faire, c'est le travail d'enrôlement. Et s'il n'est pas fait, vous ne pouvez pas intervenir. Alors si, nous, dans l'affaire du Ghana, on n'a pas eu à faire l'enrôlement puisqu'il y avait une société effectivement ghanéenne qui s'appelle STL qui avait confié la partie logicielle à Genki, la société hollandaise, et la partie enrôlement. Et nous, on avait la partie vérification biométrique le jour du vote. Par contre, aujourd'hui, on a développé des produits, en particulier une tablette Android, sur laquelle on est capable de mettre effectivement un capteur biométrique 10 doigts pour faire l'enrôlement des populations. Donc vous avez cette expertise désormais. On ne l'a pas fait pour le Ghana, mais si demain on devait le faire dans le cadre des projets d'identification, et comme vous disiez, c'est la phase préalable indispensable pour l'identification des gens en Afrique ou ailleurs, mais en Afrique en particulier, eh bien on a aujourd'hui un produit. Ce produit n'avait pas été utilisé pour l'enrôlement préélectoral au Ghana, mais si aujourd'hui on devait effectivement, dans des projets d'identification numérique en Afrique, offrir une solution pour l'enrôlement, on a effectivement cette solution. Qu'avez-vous entre les mains là? Alors, ce que j'ai entre les mains, c'est un terminal policier. C'est-à-dire que là, on est véritablement pour
contrôler. Vous pouvez me prêter ça pour que je puisse montrer ça à mon réalisateur. Et dites-moi, alors expliquez-moi, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un terminal qui permet de faire de l'authentification de documents d'identité sécurisés. Aujourd'hui, de plus en plus de monde a un passeport biométrique, c'est-à-dire que quand vous allez le faire, on vous prend vos empreintes digitales, on vous prend en photo, on prend toutes vos données biographiques et on met ça dans la puce numérique qui est sur la couverture arrière d'un passeport. Ah oui. D'accord ? Donc, toutes les données qui sont capturées lors de l'établissement du passeport sont mémorisées et encryptées dans une puce qui est sur la dernière page des passeports. Absolument. Aujourd'hui, par exemple, on a travaillé sur un très beau projet et on continue à y travailler en Ouganda, où ils ont fait une carte d'identité sur laquelle il y a non plus une puce RFID, mais la carte d'identité, c'est une carte plastique sur laquelle il y a un code barre extrêmement dense dans lequel les empreintes digitales ont été encodées. J'allais en venir. C'est pour ça que je vous demandais ce que vous aviez entre les mains. Vous avez travaillé aussi avec l'Ouganda. Absolument. Avec la police ougandaise. À la suite d'une affaire sordide, en fait. Absolument. Alors, l'affaire Ouganda a commencé avec ce produit. C'est-à-dire qu'il y a une agence gouvernementale qui s'appelle NIRA, National Identification Registration Authority. Donc c'est vraiment une agence gouvernementale qui a lancé un appel d'offres international et c'est ce produit qui a été choisi par NIRA pour faire l'enrôlement des gens. C'est-à-dire il y a un capteur d'empreinte digitale, il y a un appareil photo, donc on est véritablement capable de faire l'enrôlement des citoyens ougandais. Donc ils ont fait ça. Ils ont ensuite, à partir des informations qu'ils avaient recueillies grâce à ce produit, donc là, on était vraiment dans de l'enrôlement. Ils ont donc généré des cartes d'identité pour les citoyens ougandais. Et je vous disais que contrairement au passeport biométrique, par exemple français, on n'a pas une puce RFID, on a un code barre où les empreintes, enfin les fichiers, ce qu'on appelle des templates, donc les informations recueillies qui sont représentatives des empreintes digitales, ont été encodées dans le code barre de la carte d'identité ougandaise. D'accord ? Il y a eu effectivement un fait divers dramatique, c'est que la fille d'un diplomate qui était en Ouganda a été kidnappée par des gens malfaisants qui ont demandé une rançon aux parents. Les parents n'ont pas été capables de rassembler le montant de la rançon immédiatement. Ils ont commencé par couper les doigts de la petite, puis l'ont assassinée quelques jours après. Et lorsque la police ougandaise a essayé de retrouver effectivement le chemin qu'avaient suivi ces kidnappeurs, eh bien, ils n'ont pas pu le faire puisqu'ils avaient brouillé les pistes en utilisant 15 ou 16 cartes SIM différentes. Et donc, les cartes de leur téléphone portable n'ont pas permis de faire du tracking comme savent le faire aujourd'hui les policiers. Et donc, à partir de là, le président ougandais a pris une décision extrêmement claire. Il a dit, aujourd'hui, on va ficher tout le monde. On ne pourra plus délivrer une carte SIM. Donc les opérateurs télécoms, les MTN et ainsi de suite, qui sont très importants sur le continent africain, ne sont plus autorisés à délivrer une carte SIM sans qu'on ait vérifié et on ait enregistré complètement avec beaucoup de fiabilité l'identité de ceux qui possèdent cette carte. Du coup, vous pourrez être un acteur majeur sur le continent pour résoudre non seulement on a parlé des élections, on a parlé de la sécurisation même. La lutte contre le banditisme, la lutte contre le terrorisme. Tiens, vous parlez du terrorisme. En quoi ça peut être utile pour lutter contre le terrorisme? Là, très facilement. Ce produit, par exemple... Je vous le rends d'ailleurs. Merci. Alors, je vous ai dit qu'il permettait effectivement d'authentifier un document d'identité sécurisé, la carte d'identité ougandaise, le passeport biométrique français, allemand, ou ainsi de suite, la carte d'identité belge, puisque là, il y a une carte à puce, vous mettez la carte et vous allez effectivement lire la puce de la carte à puce, la carte contact, et vous allez retrouver les empreintes digitales du citoyen belge. Enfin, voilà, on a beaucoup de possibilités. Mais pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, ce terminal est un terminal mobile communicant. C'est-à-dire qu'il peut aller interroger des fichiers centraux. Typiquement, on parle beaucoup en France, mais il y a l'équivalent dans beaucoup de pays, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, où les gens qui sont très malveillants, donc les terroristes potentiels, sont mis dans des fichiers très sensibles. En France, on parle beaucoup du fichier S, et il y a l'équivalent ailleurs. Donc, aujourd'hui, les policiers sont en train de faire du contrôle, ou du contrôle aux frontières, quand les gens arrivent à la frontière, ou de contrôle inopiné,
parce qu'ils ont envie de savoir qui est qui. Oui. Ils demandent aux gens de mettre leur empreinte digitale sur ce capteur biométrique. Ils vont interroger le fichier S ou son équivalent africain. D'où ils sont. Et on sait si ce monsieur est effectivement fait partie du fichier, oui. Comme quoi c'est un terroriste potentiel. Ah. Donc on envoie l'information qu'on capture sur le terrain, oui. Et on va la comparer avec les empreintes digitales qui ont été effectivement stockées sur une base de données. Mm. Et le retour dit aux policiers, ce monsieur est effectivement dans un fichier de personnes recherchées, oui. Ou de terroristes potentiels, ça ou au contraire, ils ne l'est pas. Et là, effectivement, ils lui disent, monsieur, venez avec nous, on va aller un peu plus loin dans l'investigation. On va discuter à l'abri des regards. C'est ça. Juste, on arrive pratiquement à la fin de cet entretien, mais j'aimerais éclaircir 2 ou 3 points très rapidement avec vous. Le premier, c'est on collecte beaucoup de données aujourd'hui. Et on sait que ces données sont recherchées par des personnes beaucoup plus malveillantes aujourd'hui. Et comment vous faites pour sécuriser ces données? Alors, c'est une excellente question. Comme ce genre de terminal ou la tablette biométrique dont je vous ai parlé pour l'Ouganda, oui. Sont destinés à capturer, mémoriser, communiquer des informations sensibles parce que personnelles. Oui. Les empreintes digitales font partie du patrimoine privé d'un individu. Ces données biographiques, sa photo, font partie effectivement de son patrimoine privé. Oui. Donc on ne peut pas galvauder ce genre d'informations. Ce sont des informations qui sont effectivement des informations sensibles. Donc quand on développe ce terminal, la tablette, le terminal électoral pour le Ghana, oui. On met ce qu'on appelle un secure element. C'est vraiment un composant électronique, c'est un microcontrôleur qu'on met sur la carte mère de notre terminal et qui va permettre aux autorités qui vont se servir à terme de ce produit oui. De mettre des clés de chiffrage. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur ougandais, le ministère de l'Intérieur français va dire je vais effectivement mettre des clés d'encryption, oui. Ce qui fait que quand je capture une empreinte digitale, elle va passer à travers, effectivement, ces clés, va être complètement chiffrée avant d'être mémorisée ou communiquée, oui. Ce qui fait que si quelqu'un qui n'a pas les clés de déchiffrage ne peut absolument rien en faire. Et c'est fiable à 100%. C'est fiable à 100%, vraiment. Deuxième question. J'ai vu que vous étiez en train de militer pour que le 16 septembre soit reconnu Journée mondiale de l'identification. Absolument. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit un petit peu dans notre introduction, dans notre préambule, il y a plus d'1 milliard d'individus au monde qui ne sont absolument pas enregistrés, qui n'existent pas au sens administratif du terme. Oui. Ce qui les prive, comme on l'a dit, d'accès aux comptes bancaires, d'accès aux services de santé, d'accès aux services démocratiques que sont des élections. Donc, tous ces gens, aujourd'hui, vivent, je ne dirais pas dans l'anonymat, mais aussi dans l'anonymat au sens réglementaire du terme. Et nous, comme on est vraiment dans ce sujet de l'identification numérique, et en particulier sur un continent comme l'Afrique, qui en a énormément besoin d'améliorer cette identification numérique, on a participé à Abuja, au Nigeria, au mois d'avril, et on sera l'année prochaine à Johannesburg. Il y a une grosse exposition et un gros événement qui s'appelle ID for Africa, donc Identité pour l'Afrique. Et cette année, en avril, il y avait effectivement une pétition qui a circulé pour que le 16... Elle en est où d'ailleurs cette pétition ? Elle avance, vraiment. Moi, quand je vais vous quitter, j'ai rendez-vous avec M. Joseph Attic, qui est le CEO de ID for Africa, à Paris, rue de l'Odéon. Et on va se voir effectivement pour faire un point. Pour faire le point et voir comment on peut faire que la France soit un des forts sponsors de cette initiative. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'Estonie qui a dit en tant qu'État qu'il soutenait l'initiative. Oui. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a évidemment des pays, mais c'est vrai qu'il serait important qu'un pays comme la France dise c'est important que il est évident et crucial que... l'identification, l'identité est un concept qui est tellement fort et tellement utile
qu'il serait bien que, de la même manière que le 1er mai, à peu près partout dans le monde, le jour du travail, oui. eh bien, la fête du travail, eh bien, qu'il y ait le jour de l'identité qui soit sanctuarisé. Jackie Lecruve, on arrive malheureusement à la fin de cet entretien, mais j'aimerais juste qu'on aborde en quelques mots le prochain forum de Paris sur la paix. Et je me disais... Votre entreprise a soumis un projet oui. Pour attirer l'attention des dirigeants africains ou du monde qui vont venir à ce forum sur la paix. Et je me disais, qu'est-ce qui pourrait lui faire penser qu'à l'issue de ce forum, si vous êtes retenu, que vous avez participé à contribuer à bâtir le monde ? En tout cas, enfin, c'est un peu ambitieux de dire pour une PME comme Copernic qui aujourd'hui, même si on a beaucoup de gens très compétents, très pointus et très motivés, oui. On ne va pas bâtir le monde. Mais sincèrement, je pense que sur les quelques projets dont on a parlé, c'est-à-dire rendre plus démocratiques les élections, oui. Rendre plus forte la lutte contre le terrorisme et le banditisme, oui. Donner plus de valeur au diplôme. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Oui. Typiquement, on travaille actuellement avec un organisme qui s'appelle WAEC, Western Africa Examination Council, pour fiabiliser la valeur des diplômes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'universités où des étudiants africains viennent étudier. Oui. Quand arrive le moment de passer les examens, il faut qu'on soit sûr, pour que les diplômes aient une valeur indiscutable, oui. Il faut qu'on soit sûr que l'individu qui compose est le même, que celui qui s'est inscrit au début de l'année universitaire. Parce qu'il y a des petits malins qui se font remplacer de temps à autre. Ça. Oui. Si le cousin il est très fort en maths, oui. On est tenté de lui dire tu iras passer les examens pour à ma place. Voilà. Donc on est actuellement en train de travailler avec WAEC pour que à l'entrée universitaire les gens soient enregistrés de manière indiscutable avec leur empreinte digitale et que le jour de l'examen on vérifie effectivement, comme on le faisait le jour de l'élection au Ghana, oui. Que c'est bien le bon étudiant qui vient passer son examen. Ce qui veut dire que le diplôme qui sera effectivement décerné sous l'égide de WAEC, et WAEC, ça couvre le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Je n'ai pas entendu de pays francophones dans ce que vous avez cité. On ne demande que ça. Il est évident qu'aujourd'hui, vous et moi, on parle bien le français, oui. Et on trouve un peu dommage, effectivement, qu'on soit très souvent sollicité par les pays anglophones oui. En Afrique, et très peu par les pays francophones. Mais c'est un appel que je lance. On est disponible pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Sénégal, pour aller au Cameroun, pour aller au Bénin, pour aller partout. Est-ce que je me trompe si je dis qu'au moins un Africain a eu déjà affaire à votre terminal? Parce qu'il y a des partenaires, vous avez cité Gemalto par exemple, qui travaillent avec des États africains et qui utilisent vos terminaux. Absolument. Absolument. Vous en êtes fiers? On est très fiers. Le grand leader de l'identité aujourd'hui, qui s'appelle IDEMIA, qui oui. Correspond au regroupement de Morpho et d'Ouverture, oui. Aujourd'hui est un de nos grands partenaires et qui, lorsque c'est nécessaire, pousse nos terminaux en Afrique et partout. On vient d'en livrer 150 au Botswana, très récemment. Et j'ai cru comprendre aussi, et ce sera vraiment la dernière question, qu'il y a des stations-service qui utilisent aussi les terminaux. Absolument. Mais à d'autres fins, en fait. Absolument. C'est pour un projet qui, pour Total, s'appelle le projet Guichet Unique. Oui. Moi, je suis allé lorsqu'il y a eu le coup d'envoi de ce projet qui s'est fait à Dakar, oui. Donc au Sénégal, au siège de Total Afrique à Dakar. Oui. Et aujourd'hui, après de longs mois de soutenance technique, soutenance commerciale, et évaluation des solutions, le groupe Total nous a choisi pour équiper un peu plus de 4500 stations-service sur 38 pays africains, dans les 2 ans entre 2018, 2019 et 2020. Voilà. Copernic, c'est une PME qui marche finalement. C'est ça. Jackie Lecruve, merci.
Merci beaucoup. PDG de Copernic, donc la PME spécialisée dans la production et le déploiement de terminaux mobiles, de contrôle et de traçabilité. Merci infiniment. Copernic avec 2 P d'ailleurs. Avec 2 P, oui, c'est ça. Ça m'avait beaucoup frappé. Merci d'être venu nous parler donc de la contribution du numérique au contrôle démocratique, au développement économique et au renforcement de la sécurité de tous les Africains. Merci infiniment. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.